L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Voilà, avec Mickaël, nous sommes ravis de vous accueillir et Dieu sait que les questions sont nombreuses. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une Europe différenciée ? Et qu'est-ce que c'est qu'un compromis raisonnable pour ce week-end, puisque vous allez aller à Bruxelles avec François Hollande? Une Europe différenciée, c'est une Europe qui n'empêche pas ceux qui veulent approfondir la construction européenne de le faire. Ouais. C'est une Europe dans laquelle il est possible de mettre en place la taxe sur les transactions financières en coopération renforcée, sans attendre que les 27 pays de l'Union européenne acceptent de le faire. Ouais. C'est une Europe, par exemple, dans laquelle il doit être possible d'engager ensemble une politique énergétique avec ceux qui sont prêts. Et donc vous y allez avec des... C'est pas simplement des considérations générales, vous y allez avec des initiatives. On y va bien entendu avec des initiatives. D'ailleurs, nous en avons pris une depuis 6 mois, enfin depuis 8 mois que nous sommes en situation de responsabilité. Souvenez-vous que Nicolas Sarkozy avait décidé de faire adopter à la fin de son quinquennat, quelques semaines avant la fin de la législature, la taxe sur les transactions financières en France, sous prétexte qu'il pensait qu'on n'arriverait jamais à le faire au sein de l'Europe. Nous avons, avec le ministre allemand de l'économie et des finances, Pierre Moscovici, moi-même, adressé une lettre à l'ensemble des acteurs européens, de nos homologues. J'ai moi-même pris mon bâton de pèlerin, je suis allé dans les différents pays de l'Union en disant: est-ce que vous acceptez de vous associer à nous pour mettre en place la taxe sur les transactions financières? Et nous avons ainsi obtenu que 11 pays, il en faut 9 pour lancer une coopération renforcée, s'engagent dans la mise en place de la taxe sur les transactions financières. Si par exemple demain nous décidons de jeter les fondements d'une politique énergétique au sein de l'Union européenne avec ceux qui veulent bien le faire, en disant nous investissons sur les bâtiments pour faire en sorte que leur bilan thermique soit amélioré. Nous décidons d'investir ensemble sur les énergies renouvelables. Nous décidons d'utiliser ensemble le mécanisme de connexion européen pour relier les centres de production énergétique aux territoires qui consomment l'énergie. Eh bien, nous pouvons, avec une coopération renforcée, engager cela. C'est ça l'Europe différenciée. C'est permettre à ceux qui veulent aller plus loin de le faire ensemble, en permettant aux autres de les rejoindre. Je vous fais une petite remarque, sans bloquer l'Europe. Et Mickaël va enchaîner. Sur le Mali, il n'y a pas eu d'Europe. Cameron, il aimerait bien sortir de l'Europe. Quant à Merkel et beaucoup de pays du Nord, il aimerait bien que sur le plan budgétaire, on arrête de faire tout et n'importe quoi. Alors je vais reprendre ce que vous venez de dire à l'instant. Sur le Mali, il n'y a pas eu d'Europe, c'est totalement faux. L'Europe a été présente. Ah bon? Où ça? Mais vous les avez vus où? Je vais vous prendre des exemples extrêmement concrets parce que je sais qu'il y a un bruit de fond médiatique sur le thème. Je vais vous dire des choses très précises. Sur le Mali, l'Europe a été constamment présente. Il n'y aurait pas eu la résolution 2085 qui définit le cadre légal d'intervention de la France. Ça, on le savait, donc on parle des soldats. Non, mais je vais venir aux soldats, mais laissez-moi, si vous avez deux minutes, si vous l'acceptez, nous sommes là pour ça, développer le raisonnement totalement. Il a fallu, pour intervenir au Mali, qu'il y ait un cadre international défini par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Madame Ashton, Laurent Fabius a fait cela d'ailleurs avec beaucoup d'entrain, a rendu cela possible, a décidé que l'Union européenne agirait ensemble pour que, au sein du Conseil de sécurité, on prenne le cadre international légal qui permettait cette intervention. 2, nous avons décidé que ce n'était pas à nous de rétablir l'intégrité du Mali, mais aux Africains eux-mêmes. Et nous avons décidé tous ensemble que pour la première fois depuis l'histoire de l'Union européenne, ce serait une coopération européenne militaire qui formerait l'armée malienne et qui formerait les troupes africaines. Donc des coups de téléphone ont eu lieu entre les principaux dirigeants européens. Mais il n'y a pas eu des coups de téléphone, il y a eu des conseils à faire. Je sais. Il y a eu des conseils à faire européennes, il y a eu des conseils à faire générales. Non, mais au moment de la décision du vendredi, est-ce qu'il y a eu une coordination réelle? Mais bien entendu, une fois que cette opération, il a fallu 10 heures pour décider, on n'avait pas le temps de prendre le temps. Si nous n'avions pas décidé d'intervenir au Mali en 10 heures, aujourd'hui le Mali... C'est allé trop vite, pour l'Europe alors. Pas du tout. Nous avons pris la décision que nous devions prendre en accord avec nos partenaires de l'Union européenne. Tous les pays de l'Union européenne ont décidé de soutenir la France dans cette opération. Ils ont, pour une très grande partie d'entre eux, apporté des moyens matériels, de transport, qui sont des moyens militaires. Des soldats de l'Union européenne vont engager la formation des soldats maliens. Et je vous rappelle que à l'occasion de la conférence d'Addis Abeba, des donateurs ou des moyens financiers ont été mobilisés pour financer cette opération. Une grande partie des pays de l'Union européenne ont financé. Donc, quand vous dites que l'Union européenne a été absente, elle a été présente comme jamais sur une opération militaire extérieure. Je vous rappelle d'ailleurs qu'au moment de l'opération libyenne, les Allemands n'avaient pas voté la résolution
permettant l'engagement de cette opération. Nous étions seuls avec les Britanniques. Aujourd'hui, sur l'opération malienne, c'est un soutien unanime de toute l'Union européenne. Question de Michael Zamès. Nous sommes avec Bernard Cazeneuve en direct sur Radio Classique et Public Sénat. Laurent Fabius dit, à partir du mois de mars, les soldats français vont commencer à partir. Est-ce que l'opération au Mali est terminée? Est-ce que c'est mission accomplie? Non, Laurent Fabius, comme le président de la République, qui ont eu l'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises au cours des derniers jours, ont indiqué que le souhait de la France était de faire en sorte que les coopérants militaires européens puissent engager le plus rapidement possible la formation de l'armée malienne et de la MISMA. La MISMA se déploie actuellement. Il y a plusieurs milliers de soldats africains présents au Mali. Les coopérants militaires européens arrivent. Nous voyons que l'opération militaire française donne des résultats. Notre souhait, c'est de faire en sorte que la formation militaire étant intervenue, les militaires et les troupes africaines étant en situation d'agir, la France... Donc vous confirmez qu'au mois de mars, les premiers soldats français vont rentrer? Notre objectif, c'est de faire en sorte que cela se fasse, comme l'a dit le président de la République à Strasbourg hier, le plus rapidement possible, de manière à ce que les Africains eux-mêmes permettent au Mali de retrouver son intégrité territoriale et la paix. Ce week-end, François Hollande va dire quoi à Angela Merkel et à David Cameron? Parce qu'à un moment, il va falloir se parler. Il va leur dire des choses extrêmement simples. Il va leur dire des choses extrêmement simples. Est-ce qu'il s'entend bien fondamentalement avec Mme Merkel? Oui, très bien. Pourquoi Parce qu'il y a eu un doute à un moment. Écoutez, Mme Merkel comme François Hollande ont des qualités communes. Ils ont une certaine constance de tempérament. Ils sont pragmatiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un problème apparaît, ils essaient de mettre en face du problème une solution. Ils sont dans un respect mutuel. La constance... Vous dites ça pourquoi? C'est une sorte d'anti-portrait de ce qui se passait avant? Mais pourquoi avez-vous l'esprit aussi... Non, parce que je vous regarde, je vois votre œil qui s'allume. Mais pas du tout. Je sais que vous avez été porte-parole de la campagne. Donc La constance du tempérament de François Hollande, le respect de son interlocuteur, le sentiment qu'il partage avec Angela Merkel, que l'Europe doit progresser. Vous céderez sur quoi? Par exemple, la politique agricole commune, vous allez faire un pas ou pas? C'est pas comme ça que le problème se pose. C'était la question. Oui, mais je vais vous donner ma réponse sans oublier de répondre à la question de votre confrère, de Michael. Que voulons-nous faire? Nous voulons un budget de l'Union européenne qui prolonge l'ambition de croissance du pacte de croissance de 220 milliards d'euros adopté au mois de juin. Nous ne voulons pas un budget, une négociation qui se réduise à des coupes sur le budget et à des chèques qu'il faudrait distribuer à tel ou tel État. Donc nous n'avons pas effectivement, le président de la République l'a rappelé hier, la même position qu'un certain nombre de partenaires de l'Union européenne, je pense notamment aux Britanniques. Parce qu'il faut que le budget de l'Europe fasse de la croissance. Le budget de croissance de l'Europe, c'est-à-dire qui va financer l'horizon 2020, ce qu'on appelle l'horizon 2020, la croissance résultant de la recherche et du développement, du transfert de technologies, du soutien aux petites et moyennes entreprises à travers le programme COSME, la volonté d'accompagner la transition énergétique, tout ça, c'est un budget qui, dans les propositions de la Commission et d'Herman Van Rompuy, augmenterait de 50%. Le budget destiné à accompagner la transition énergétique, les transports propres, la numérisation du territoire de 400%. Nous avons besoin de ces sommes pour faire la croissance durable dont l'Europe a besoin pour sortir de la crise. Nous voulons des moyens supplémentaires pour la politique agricole commune parce que cette politique a été fortement décotée dans les propositions du président du Conseil européen et nous avons besoin de la politique de cohésion. C'est la raison pour laquelle nous disons nous ne pouvons pas aborder la négociation de cette fin de semaine avec le seul objectif d'avoir des coupes et des rabais. L'Europe a besoin d'un budget de croissance et François Hollande qui est au cœur et au centre de cette négociation avec l'accueil que vous avez vu hier au Parlement européen au terme de son discours, un accord qui transcendait les clivages politiques traditionnels, est en situation, avec ses partenaires, de faire en sorte qu'il y ait un compromis positif. J'ai 3 petites questions précises et malheureusement il nous reste peu de temps. Première question, comment fait-on pour faire baisser l'euro? Puisqu'il a dit que ça devenait un problème et les banques centrales n'en veulent pas. Les banques centrales et la Banque centrale européenne ont une compétence en matière de politique monétaire et une indépendance. Ils font rien. Mais il y a, de par les traités, une possibilité pour le Conseil européen de se saisir de la politique de change. Ce que veut dire François Hollande en disant ce qu'il a dit hier, c'est que les chefs d'État et de gouvernement ont aussi un rôle à jouer
pour faire en sorte que il va le faire ce week-end. Les conditions. Comment? Il va le faire ce week-end. Il va essayer d'obtenir quelque chose. Non, mais c'est pas à l'ordre du jour de ce week-end. Enfin, il va falloir en parler. Mais on en parle. Le Conseil européen de ce week-end, c'est le budget et la politique commerciale. La politique commerciale, c'est la politique qui doit nous permettre de développer notre croissance par les exportations. Du Mali, donc vous pouvez parler de l'euro. Donc cette question-là est une question qui peut être effectivement abordée à l'occasion du chapitre sur la politique commerciale. Je vais vous épargner la question sur Johnny Hallyday qui dit que la gauche encourage la médiocrité. Ça, c'était pour s'adresser à celui qui fut le porte-parole de François Hollande, dans un débat où les acteurs sont très présents. Mais Montebourg, comment il a trouvé 5 solutions là, on parle de Petroplus, on change totalement. Je sais que c'est pas votre dossier prioritaire. En 48 heures, alors que Matignon avait reçu les syndicats et leur avait dit plus ou moins, de toute façon, c'est terminé, il n'y en avait pas. Non, mais il n'y a pas Montebourg d'un côté et Matignon de l'autre. On a quand même l'impression qu'il n'a pas prévenu Hérault. Non, c'est pas comme ça que les choses se passent. Sur Petroplus, expliquez-moi, parce que... je vais vous dire, sur Petroplus, comme sur l'ensemble des sujets industriels difficiles en pleine crise auxquels nous sommes confrontés, il y a une mobilisation générale du gouvernement. Et jusqu'à la dernière minute, il y a la volonté du gouvernement. Et en 48 heures, il a trouvé 5 dossiers, dont 2 crédibles. Ça fait pas 48 heures. Ça fait des semaines que nous nous battons sur. Et comment ça se fait que Matignon n'était pas au courant alors? Mais Matignon, comme Arnaud Montebourg, n'avait pas de dossier définitif prêt à être présenté dans le cadre de la procédure judiciaire à 17h. Mais ça arrive souvent, ça. Sur beaucoup de dossiers industriels, il faut négocier jusqu'à la dernière minute pour trouver des solutions. Et le rôle d'un gouvernement, c'est de faire en sorte que chaque minute soit utile lorsqu'il s'agit de sauver des emplois. Merci Bernard Cazeneuve d'être venu répondre avec franchise à nos questions. Donc Michael, ce matin, bonne journée à vous. Et surtout, bonne journée. Bon week-end, car je sens qu'il va être chargé.